Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Romain Saint-Georges, entrepreneur et gérant de la société Technigas 76. Nous évoquerons ensemble son parcours et son passage du monde du salariat à celui de l'entrepreneuriat. On se retrouve juste après l'intro. Bienvenue dans Les Artisans de la Réussite. Dans ce podcast, j'aurai le plaisir de recevoir des invités qui ont tous leur propre réussite, qu'elle soit sportive, professionnelle ou personnelle. Nous échangerons sur leur parcours et sur l'impact qu'a pu avoir leur mental et leur état d'esprit pour réussir. Je suis Julien Drapin, salarié, préparateur mental et entrepreneur, et mon but est de prouver à tous que la réussite est à portée de main, et que nous avons chacun notre propre vision de celle-ci. Bonjour Romain, merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour Julien, je te remercie de m'avoir proposé de faire partie de cette aventure. Merci à toi. Alors c'est un épisode un peu spécial, car je reçois un ami de longue date. Je t'ai invité car je connais bien ton parcours, on se connaît depuis une quinzaine d'années, et je connais bien ton évolution, et je pense que ça a un peu inspiré beaucoup de gens, et donné envie de se lancer dans divers projets. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer ce qu'est Technigas 76 ? Alors Technigas, c'est une société de maintenance d'appareils de chauffage. Donc on va faire tout ce qui est donc mise en service, entretien, dépannage de chaudières gaz. Depuis le mois de septembre de cette année, donc 2022, nous faisons la pompe à chaleur également. C'est ce qui est venu se rajouter à notre offre. Nous faisons également du nettoyage d'installations de chauffage qu'on appelle le désembouage. Et la pose d'accessoires comme des thermostats d'ambiance intelligents pour rendre nos installations toujours plus économiques. D'accord. Et du coup, ça fait combien de temps que tu as lancé l'activité de Technigas ? Donc là, je suis sur mon 6e exercice comptable. La société a été ouverte en septembre 2017. Ok. Donc du coup, comment t'en es venu à lancer l'activité ? Est-ce que tu peux nous parler, on va peut-être même partir un peu plus loin, ton parcours un peu scolaire, est-ce que tu as toujours eu envie de faire ça ? Donc mon parcours du coup scolaire a été pas spécialement très très simple dans le sens où j'avais beaucoup de mal à trouver ma place, pas spécialement toujours intéressé par les contenus des cours. Donc au moment de l'orientation à la 3e, forcément il y avait beaucoup moins de portes qui s'ouvraient à moi. Donc comme c'est souvent le cas malheureusement, on vous parle tout de suite vite d'apprentissage, d'alternance, de choses comme ça pour vite se ranger. La problématique, c'est que je ne savais pas spécialement dans quel métier m'orienter. Et j'avais quelqu'un de ma famille qui donc avait une entreprise dans ce secteur-là. J'ai fait mon stage de 3e dans cette entreprise. Et donc du coup, on va dire un peu par facilité, je suis parti sur ce choix pour l'apprentissage, donc après le 3e. Et donc j'ai enchaîné donc, avec un BEP installateur sanitaire et thermique que j'ai obtenu donc en 2009. Et donc après, arrêt des études pour directement aller chercher mon premier CDD puis CDI donc en tant que technicien de maintenance. Donc j'ai pu acquérir diverses compétences au fur et à mesure, davantage d'autonomie d'année en année. Métier qui m'intéressait énormément pour le coup, j'ai vraiment trouvé ma place à ce niveau-là. La problématique, c'est que j'avais besoin d'évoluer, c'est ce que j'ai eu l'occasion de faire au début de ma partie salariée. Et après, il y a des choses qui sont arrivées dans l'entreprise qui ont fait qu'à un moment donné, je me suis plus spécialement senti très concerné par une évolution, ou des choses qui pouvaient me faire acquérir de nouvelles compétences. Donc je me suis vite lassé et j'ai voulu même changer de métier parce que j'avais peur d'aller à la concurrence et d'être encore plus déçu que ce que je connaissais aujourd'hui. Donc j'ai demandé à des clients de faire passer des CV dans des grands groupes, etc. où j'allais pouvoir prétendre à une rémunération plus importante sans pour autant me préoccuper du métier que ça allait m'emmener de faire. Donc, du coup, sur l'aspect plaisir et intérêt du poste, quoi. C'était plus. En fait, vu que je prenais de moins en moins de plaisir dans mon métier, ça, je m'étais un peu résolu à ça, à me dire que voilà, le travail, c'est le travail. Et donc, du coup, je m'étais focalisé vraiment sur la partie financière, qui est importante, mais dans le quotidien, finalement, il n'y a pas que ça. C'est clair que, mais un peu paumé. Et puis, ma compagne, c'est pareil, elle était dans la vente et du coup.
à se poser aussi beaucoup de questions. On avait même étudié le fait de reprendre un commerce qui a été à l'époque dans l'esthétique. On s'était posé plein de questions, ça s'était pas fait non plus pour diverses raisons. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, puisque c'est ce métier-là qui te plaît, et pourquoi pas tenter ta chance à ce moment-là directement. Et c'est comme ça que du coup, en 2017, je me suis lancé directement avec ma compagne en fait, dans ce projet. Donc avec chacun sa partie pour bien séparer dès le début le technicien gérant et la partie secrétariat pour pas être trop justement dépendant de ma clientèle et donc avoir du mal à couper le cordon avec l'évolution de la société. Je voudrais juste revenir sur 2 petits points sur ton parcours, Romain, notamment sur une période que je connais bien justement au collège où tu es passé justement après à faire un BEP. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la vision qui était inculquée? La vision, c'était... tu parles du coup des profs, comment ils percevaient l'apprentissage, etc. Le fait que c'était quand même, on va dire, entre guillemets, mal perçu d'aller dans une filière comme la tienne. Qu'est-ce qui t'a fait te dire, j'y vais quand même Alors clairement, le choix de la voie, c'était la facilité, par cette D'accord. opportunité familiale de pouvoir trouver un patron sans finalement aller faire une recherche d'emploi, aller balancer des CV, faire des entretiens. C'était clairement la facilité. C'est ce qui a quand même bien résumé ma période scolaire. Ça a toujours été dans la facilité, aller juste obtenir la moyenne et passer comme ça. Donc finalement, c'est une belle revanche. Ça, c'est bien tombé. C'était une belle facilité, mais qui a bien terminé. C'est ça. Sur le moment, c'est vrai que quand j'ai fait mon stage, je me suis dit, mince, j'étais pas du tout bricoleur, j'ai pas eu du tout de relation avec mon père qui m'a permis du coup de pouvoir travailler de mes mains. Donc forcément, j'étais un peu déconnecté quand je suis arrivé dans le milieu. Mais vraiment par facilité, puis par la force des choses, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis retrouvé vraiment passionné par le produit. Le chauffage, c'est quand même un domaine qui est assez technique. Et du coup, je me suis vraiment éclaté finalement assez rapidement. Après, de ce qu'il en est par rapport à la vision de l'apprentissage à l'école, il y avait à la fois, je pense, cette réalité où quand les profs disaient, lui, en gros, il est pas bon, il va aller en apprentissage comme les autres. Je pense qu'il y avait la réalité qui disait ça. Il y avait un peu pour l'image, mais non, mais c'est bien les métiers manuels parce que fallait pas non plus trop nous en mettre sur la tête. Donc il fallait quand même nous dire que c'était quand même le bon choix. Même si pour moi aujourd'hui c'est une réussite, donc clairement c'est pas une voie d'échec. Ce qui est juste dommage, c'est que ce soit simplement le choix par défaut. Parce qu'on est en échec scolaire, parce qu'on trouve pas la motivation. Voilà. Je trouve que c'est un peu dommage que ce soit né dans ce sens-là, alors qu'on pourrait même trouver un élève très brillant à l'école, et pourquoi pas l'emmener... je pense qu'aujourd'hui, en étant très honnête, quelqu'un qui va avoir des 18 de moyenne, on va pas aller lui demander s'il veut être chauffagiste demain. Ça, je pense que c'est une réalité. Et c'est dommage, parce que il y a des métiers qui sont très très techniques, qui mériteraient justement d'avoir des gens qui sont hyper qualifiés, et c'est pas une voie de garage pour les rater. Comment est-ce que tu penses que ça peut changer les mentalités là-dessus ? Déjà, je pense que la rémunération est en nette hausse par rapport à ce que moi d'ailleurs j'ai pu connaître quand j'étais apprenti. Donc la revalorisation des salaires pour moi, c'est quand même pas négligeable. Après, quand j'étais en BEP, je me retrouvais en classe avec des gars qui avaient des parcours bac général, ou même certains qui étaient diplômés, où ils sont redescendus à mon échelle, donc BEP, parce que ils trouvaient pas non plus leur voie dans la voie générale, et ils n'ont pas hésité à rétrograder, ce que je trouve super courageux, parce que pour le coup, c'était pas spécialement là où l'école les emmenait. Et puis finalement, c'était leur voie. Et j'ai d'ailleurs rencontré un ancien camarade de classe, justement, et il est passé chef d'agence dans une belle enseigne sur Rouen. Donc les mentalités, je pense que déjà c'est à l'école. L'évolution salariale, faut vraiment espérer que ça puisse déjà, parce que le problème du bâtiment, c'est que c'était quand même une voie qui était quand même très mal rémunérée, donc forcément
en général, un métier qui est mal rémunéré, Ça attire forcément. pas. Voilà. attire pas, ouais. Donc, je pense que ça n'attire pas le respect des enseignants. Mm. Donc déjà, cette partie-là, faut vraiment espérer que ça redresse. Après, je parle pour ma partie, le SAV, qui donc était un métier quand même du bâtiment. Il y a quand même finalement peu de travail très physique, contrairement à plein de métiers comme le plaquiste, le maçon, le couvreur, etc., où ce sont vraiment des métiers très durs pour le corps. Nous, le nôtre, hormis certaines postures qui parfois peuvent être un peu délicates dans l'ensemble, on a peu de charges à porter, donc faut aussi revaloriser voilà, ce genre de métier-là, de dire que voilà, c'est pas non plus que du crève-bonhomme. Je pense, mais voilà, la base, ça se fait au niveau scolaire. Hein. Je pense qu'il y a un accompagnement. Moi, j'avais essayé de participer à ça avec un lycée sur Le Havre. Mais c'est pareil, la motivation des professeurs, etc., elle est aussi un peu cassée, en fait, un peu comme celle des élèves. En fait, je pense qu'il y a vraiment une vraie dynamique à remettre en place. Ouais, il y a une baisse de motivation générale, c'est ça que tu ressens Ouais, dans très ce clairement. milieu-là? Je l'ai vu dans un lycée professionnel que j'ai vraiment de moi-même voulu accompagner de mon temps, à essayer d'obtenir des produits pour justement avoir une meilleure qualité de formation pour les élèves. Et en fait, souvent, ce qui ressort de ces personnes-là, c'est que bien souvent, ils nous disent que ils sont déçus de la mentalité et la motivation de leurs élèves. Mais finalement, j'en ai pas ressenti plus de leur côté non plus. Donc, je pense qu'il y a vraiment voilà, un gros coup de motivation à remettre dans la branche. Après, c'est pas spécialement que le bâtiment. L'apprentissage, c'est aussi plein d'autres métiers, les métiers de bouche, etc. Ils sont d'ailleurs pas toujours faciles comme métier, mais on voit aussi de plus en plus de gens qui se reconvertissent après des années dans d'autres métiers, et puis qui ont peut-être passé la quarantaine, la cinquantaine même parfois, et qui reviennent sur des métiers manuels dans le domaine de l'artisanat. C'est vrai que ça se voit aussi de plus en plus. Enfin, moi j'ai l'impression en tout cas. Je sais pas si toi tu as le ressenti dans le milieu aussi, sur des gens qui sont peut-être plus vieux. Est-ce que tu en connais de près ou de loin? J'ai eu même en tant que salarié des stagiaires qui étaient bien plus âgés que moi, qui étaient issus du milieu industriel, etc. Ou des plans, par exemple, de départ volontaire, où voilà, notamment justement en fait la partie du chauffage, en fait, c'est vraiment une partie où plein de gens peuvent s'y retrouver parce qu'il y a cette technique qui fait que un ingénieur, des choses comme ça, peut s'y retrouver. Donc effectivement, ouais, j'ai formé des personnes où on ne serait jamais imaginé les voir arriver dans cette voie-là. Et je pense que même à l'époque de leur scolarité, ils n'auraient peut-être pas non plus emmené là. Donc il y a un vrai travail à faire sur l'orientation. Moi, je serais pour ce qui est plus de stages en troisième, justement. Je pense que c'est vraiment une année phare sur le plan de la scolarité. Moi, à mon époque, qui est d'ailleurs la même que la tienne, je trouve qu'un stage de 3 jours dans une année et te demander à la fin de l'année c'est quoi ta voie, c'est ça, c'est un peu, je trouve ça mince. Moi j'aurais davantage préféré à ce qu'il y ait plus d'options, d'imposer plusieurs univers complètement opposés et justement voilà que le jeune qui se rend compte réellement de ce que c'est, parce qu'aujourd'hui et on l'a connu en troisième, voilà, c'est du CD avec des salaires qui sont pas la réalité, c'est le métier vraiment dans toute sa splendeur, mais c'est pas vraiment ce que reflète vraiment le terrain. Et je pense que voilà, une vraie immersion sur le terrain de pas mal de corps de métier, pour moi ça serait pas une perte de temps justement, et ça devrait se greffer sur les programmes. C'est sur plusieurs stages, et puis voir dans différents milieux, voir dans lequel on le sent le plus à l'aise, et puis là on a le plus d'appétence, et puis de plaisir, et puis là on se retrouve le plus en fait. C'est ça. Et là peut-être que justement le jeune, peut-être que du coup prêterait peut-être un peu moins attention à ce qu'on dit du métier, etc. Parce que du coup peut-être qu'il se sentirait concerné par un métier, non pas par un échec social ou autre. C'est ça, par tout ce qui est extérieur, et puis tout ce que les gens peuvent dire, ou peut-être ça peut être lié à l'entourage aussi des fois. Je reviens juste sur la deuxième question que je voulais te poser par rapport à ton parcours. Tu as dit que du coup tu étais salarié et que tu avais envie d'évoluer. Qu'est-ce qui t'a donné justement envie d'évoluer? C'est parce que tu avais, est-ce que tu avais un modèle, je sais pas, tu pensais à quelqu'un que tu avais vu évoluer, que tu avais envie de faire pareil? Qu'est-ce qui t'a donné ce déclic-là? Alors non, c'est mon côté plutôt indépendant, je pense, qui ressortissait, où j'avais envie en fait d'apporter ma touche, donc que ce soit donc forcément au début, quand je me suis lancé,
Alors, j'allais pas apporter quelque chose sur le plan technique parce que j'étais novice, donc c'est pas sur ce plan-là que j'ai pu apporter à l'entreprise, mais il y avait une question d'organisation où il y avait des gros manques et j'ai essayé d'apporter des choses comme ça. Je me sentais vraiment bien concerné par le projet, donc à ma hauteur et avec ce que j'estimais être bon, j'ai essayé, voilà, que ce soit de l'optimisation de stock ou des choses vraiment qui paraissent toutes bêtes, mais qui pour une entreprise ont du sens. Il y a beaucoup d'argent parfois mis de côté dans de la pièce détachée, par exemple, qui ne va pas être traitée, ou mauvaise gestion des stocks, du mauvais rangement. Donc ça, tu avais déjà une vision dessus quand tu étais salarié, tu te disais, bah tiens, il y a peut-être des choses à faire de ce côté-là. Tu avais ta vision en fait déjà sur comment tu pouvais améliorer les choses. J'avais envie en fait, l'obtention en fait, de mon premier CDI, il a eu un gros déclic. Parce que voilà, ça y est, on se lance dans la vie active, on sent qu'on va avoir la capacité d'acquérir son véhicule, de prendre une location ou d'acheter un appartement. Donc en fait, cette entrée dans la vie active en fait, m'a donné envie d'aller aussi plus loin dans ma carrière professionnelle, où j'avais envie d'apprendre vite. J'avais envie d'apporter quelque chose. Alors ça grandissait gentiment forcément, hein, mais au fur et à mesure que les compétences se développaient, ouais, j'avais toujours cette envie d'aller chercher à apprendre des choses nouvelles, apporter quelque chose de nouveau, et j'ai pu le faire gentiment parce que ça a rapidement été estompé par des évolutions dans l'entreprise dans laquelle j'étais, mais ce qui d'ailleurs a généré pour moi une grosse frustration d'ailleurs, mais effectivement ça s'est fait comme ça. Et du coup, le passage du monde du salariat à l'entrepreneuriat, quand tu as décidé de lancer ta boîte, est-ce que je suppose que tu as eu des moments de stress quand tu t'es lancé, des choses comme ça. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Et aussi comment tu as réussi à surmonter justement ce stress, à avoir confiance en toi et en ce que tu faisais. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? En fait, il y a la phase dans le projet où, comme plein de gens, hein, tu veux te lancer. Je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui veulent se lancer. Après, il y a la réalité. Donc ça a commencé avec des personnes de la famille de ma compagne qui donc m'avaient dressé un prêt prévisionnel pour déjà, grosso modo, déjà savoir où est-ce qu'il fallait que je m'en aille en termes de chiffre d'affaires, déjà pour savoir déjà si le projet était cohérent ou non. Donc les chiffres étaient plutôt réalisables. Et, donc ça m'a donné déjà une première raison d'y croire. Après, y a le départ de la société, où là, effectivement, il y a un énorme coup de soulagement, où on se sent libéré, etc., et un énorme gain d'énergie. Après, il y a la phase de tout ce qui est donc démarchage auprès des banques, etc., vendre ton projet, où là, en final, c'est pas si simple que ça. Il faut vraiment montrer patte blanche, faut énormément justifier. Je suis passé devant des jurys pour obtenir notamment une garantie sur mon prêt de créateur qui était constitué d'avocats, de comptables, d'huissiers, etc. Des gens qui ont l'habitude de voir des entreprises tomber. Et là, c'est vrai qu'on se fait cuisiner quand même pas mal. Et ça a été une bonne expérience parce que c'était hyper compliqué quand on est face. Par contre, quand on ressort de la salle et qu'on a eu l'impression d'avoir pu répondre à tout, là, du coup, c'est pareil. En fait, il y a un regain d'énergie. En fait, c'est des hauts et des bas. Il y a vraiment en fait des descentes avec beaucoup de questions. Et puis d'un coup, une fois qu'on y a répondu, ça remonte tout de suite. En fait, tu prenais confiance à chaque fois que tu avais des moments comme ça, un peu des épreuves quand tu devais justement justifier devant un jury, des choses comme ça. Ça te donnait confiance en toi parce que tu arrivais à surmonter ça. Et puis du coup, ça te permettait d'aller encore plus loin en fait. C'est ça, en fait. Les interrogations que tu peux avoir, il y a un moment donné, de toute façon, quand tu passes devant un banquier, un comptable, de toute façon, les interrogations, tu dois en avoir un minimum, hein, parce que de toute façon, il faut que tu arrives à vendre ton projet. Hein. Alors, j'ai pas demandé un financement important pour démarrer, donc ça n'a pas été hyper compliqué. Ça n'empêche que on vous prête pas de l'argent comme ça parce qu'on a une bonne tête. Il faut quand même que le projet soit réalisable. En plus, j'entraînais quand même ma compagne dans mon projet, donc l'impact financier sur nos comptes perso était très important. Donc il fallait quand même pas se louper. Il n'y avait pas un des deux du couple qui pouvait pallier à un manque de rémunération de l'un. Donc ça a été très réfléchi.
Et je pense que c'est peut-être ce qui a joué pour moi. Je pense qu'ils ont bien cerné que le projet il était bien mûr dans ma tête. Mais à la fois avec beaucoup de questions, parce que la partie salariée que j'ai connue avec vraiment zéro responsabilité, parce que sur la fin c'était vraiment ça, j'avais vraiment aucune responsabilité. Et du coup, ton entourage, Romain, quel a été l'impact de ton entourage, excuse-moi, du coup, que ça soit au moment de te lancer ou après, est-ce que ton entourage t'a plutôt soutenu ou pas? Comment ça s'est passé? Alors il y a eu 2 grosses étapes par rapport à ça justement, concernant l'entourage. Donc en fait il y a l'époque où j'étais donc en phase de projet, où là tu as clairement quasi l'intégralité de l'entourage qui t'encourage à le faire, que tu es jeune, etc. Donc tout le monde te pousse à fond. Donc t'entreprends la démarche, et en fait ce qui a été curieux, c'est qu'une fois que le projet il est vraiment arrivé à maturité et que ça allait se faire, ou donc en fait l'étape où les gens en fait ont compris que tu quittais 2 CDI, et bah là en fait tu as un changement qui est assez impressionnant, où tu sens énormément d'inquiétude. Les gens te posent des questions. Est-ce que c'était vraiment ça qu'il fallait faire? Vous vous rendez compte, quitter 2 CDI. En fait, il y a eu un changement radical de comportement. Et, Ils t'ont fait ressentir leur peur en fait. complètement. En fait, et c'est vraiment impressionnant la différence en fait, d'état d'esprit entre le projet et la finalisation. C'est vraiment impressionnant de se rendre compte comment les gens en fait... ils peuvent en fait t'accompagner en fait sur ça. Et du coup, comment tu as su gérer ça? Parce que du coup, forcément, les gens t'ont transmis un peu leur peur, ça aurait pu peut-être te démotiver, et puis justement te donner ces peurs-là et t'empêcher d'avancer. Du coup, tu as réussi à aller au-delà. Comment t'as fait? En gros, j'ai pas spécialement demandé l'avis à personne. Je savais qu'en partant du principe que c'était viable d'y aller, que je devais de toute façon y aller. Après, je pense que quand tu écoutes de toute façon tout le monde, tu n'auras jamais l'accord de tout le monde. Et de toute manière, l'idée, c'était de ne rien demander, même sur l'aspect financier. Je voulais pas être accompagné par des proches, même si j'ai pas eu spécialement de proposition d'ailleurs. Mais je ne voulais pas être accompagné parce que dans la réussite, je pense que ça peut vite ressurgir, et je voulais pas en fait qu'on vienne entacher ma réussite parce qu'on m'avait prêté X euros ou voilà. Donc à vrai dire, j'écoutais les conseils, je les ai écoutés, j'en ai pris certains, il y en a d'autres que j'ai mis de côté. Je partais du principe que voilà, c'était ma vie. C'était celle aussi de ma compagne. Le projet, il a été très clairement réfléchi. On s'est posé beaucoup de questions sur ce qu'on pouvait apporter chacun dans le projet. Pour moi, c'était plus simple puisque c'était mon métier, ce qui n'était pas le sien. Donc elle avait fait une formation au préalable. Mais voilà, on a fait abstraction et on a pris le bon. On a plutôt justement gardé le bon justement par rapport à ça. D'accord, ok. On sait que la vie d'entrepreneur, c'est une vie qui est assez riche, assez dense, forcément par rapport à celle du salarié en général, c'est que tu investis beaucoup plus de ton temps. Comment tu arrives à gérer aussi l'aspect familial? Est-ce que tu arrives à quand même te détacher du temps, à faire abstraction des choses, à te dire il y a un moment pour le travail, un moment pour la vie, le perso, ou est-ce que tu mets toute ton énergie et tout ton temps dans le travail? Comment tu gères ça? Alors du coup, quand on a démarré, forcément, très très peu de clients, donc du temps, c'est pas ce qui manque. C'est plutôt les clients au début, donc le départ, en fait, le rythme est très compliqué en fait à avoir, parce que tu as des journées qui sont pas du tout rythmées en fait par ton travail, par ton planning en fait. En fait, t'es à l'attente de coups de fil, de mails, etc. pour être sollicité. Donc le début a été un peu particulier. Donc on s'est quand même forcé le matin quand même de mettre un réveil, etc. pour pas justement rentrer dans un quotidien après un peu compliqué à rattraper. Après, quand on a commencé à bien travailler, j'avais des journées qui étaient à peu près semblables en termes d'horaire à ce que je faisais quand j'étais salarié. Donc grosso modo, je faisais une 40aine d'heures par semaine.
La troisième année était très compliquée parce que c'est la dernière que j'ai passée tout seul et celle-là, pour le coup, elle a été très très intense en termes d'activité. Donc là, je faisais des belles semaines, même si au vu de certains entrepreneurs, elles n'étaient pas si extraordinaires que ça, mais ouais, je faisais des journées qui ressemblaient à du 7h30, 19h, 19h30 sans manger. Et il y avait encore après une partie administrative, notamment sur les devis, les commandes, etc. j'ai en rentrant. Donc c'était assez pesant psychologiquement. Donc l'arrivée de mon premier salarié m'a quand même un peu soulagé. Et à partir du moment où j'ai embauché, je me suis mis un cadre où le soir à 18h, c'est fini. Sauf si jamais vraiment je suis hyper en retard sur des commandes ou des choses comme ça. Je vais juste boucler mes commandes pour être sûr que mes clients soient dépannés le lendemain. Mais je me donne un cadre surtout le soir. En fait, le matin, je m'autorise à venir au bureau entre 7h et 7h30 en fonction des jours. Mais le soir, ouais, j'essaie de me donner un cadre parce que maintenant, depuis, j'ai un enfant et je veux absolument contribuer à son éducation. Et c'est des super moments en plus à passer. Donc, généralement, le soir, j'ai beaucoup de temps pour lui et pour moi parce que je fais aussi un peu de sport. Donc, non, le soir, c'est vraiment sacré. Donc, l'objectif, c'est, comme mes salariés, de terminer le travail à 18h. C'est de garder l'importance d'une vie perso à côté, de ne pas négliger ça et puis de profiter aussi de sa vie, ce qui est important. C'est ça, parce qu'on a Et aussi. le travail. Ouais, parce qu'en plus, j'ai passé mes 3 premières années sans prendre vraiment de vacances, parce que en étant seul dans ce métier-là, c'est assez complexe. Donc, il y a eu ce premier sacrifice quand même, hein, parce qu'il y a pas mal de personnes, justement, qui étaient intéressées par l'entrepreneuriat, qui, même ça, se voyaient pas le faire. Moi, c'était quelque chose que j'étais capable, ça me posait pas trop de problèmes, j'étais jeune, donc j'y voyais pas trop d'inconvénients. Je savais pertinemment qu'il fallait que j'embauche justement pour sortir de cette dépendance que l'entreprise avait envers moi. Et donc du coup, voilà, j'arrive à bien marier le pro et le perso. Et aujourd'hui, en étant indépendant, on va pas se mentir, j'arrive aussi à me dégager du temps qu'en tant que salarié, je n'avais pas. Hein. Aujourd'hui, je suis très bien capable de me caser un rendez-vous perso à 14h pour voilà, tout ce qui peut m'arriver à titre perso qu'en tant que salarié, j'aurais été obligé de prendre une demi-journée. Là, donc, tu gères ton temps en toute autonomie, forcément. C'est ça. Donc, en gros, voilà. Mais le principal, c'est vraiment le soir. En fait, je m'autorise un maximum de choses jusqu'à 18h. Après 18h, j'essaie vraiment de faire en sorte voilà, d'être là pour moi aussi, parce que il faut aussi s'écouter, donc s'entretenir, faire du sport, etc., pour bien décompresser. Profiter aussi de mes moments de famille avec mon fils, ma compagne. Et je pense que justement, ça permet de rester performant sur la durée, parce que le but, c'est pas non plus de sécuriser de son entreprise non plus. Il faut que ça reste positif. Oui, il faut toujours prendre du plaisir, sinon la motivation va s'estomper forcément. Du coup, tu as des salariés, tu es chef d'entreprise. Comment tu fais pour garder la motivation au quotidien, enfin que ça soit la tienne et celle aussi de tes employés, pour que tout le monde avance vers le futur, dans le positif, et puis pour avoir une croissance aussi de ton entreprise, c'est ce qu'on te souhaite. Donc comment tu fais pour gérer ça ? Alors, la motivation, on va dire, elle est un peu naturelle pour l'instant. Après, il y a eu plusieurs phases. Il y a eu... de toute façon, la première motivation au départ, quand tu te lances, c'est de pouvoir vivre de ton travail. Donc déjà, quand tu as validé cette première étape-là, déjà, c'est quand même assez satisfaisant quand même. Parce que c'est quand même le but de monter une entreprise, c'est de pouvoir en vivre. Après, l'embauche du premier salarié, c'était une nouvelle étape parce que du coup, ça commence à te donner un peu plus de liberté. L'entreprise sans toi peut quand même tourner, même si forcément il y a un impact sur le chiffre d'affaires, mais tu peux t'autoriser des congés, etc. Donc sur ça, c'était plutôt intéressant. Après, pour la partie motivation, en final, le développement finalement va avec, parce que donc à la suite de l'embauche de mon premier salarié, donc l'année d'après, j'ai embauché 2 personnes d'un coup, et donc il faut amener le travail pour ces 2 personnes-là que je n'avais pas spécialement. Et donc nous, pour occuper un technicien sur une journée, c'est 6 à 7 clients en règle générale, donc ça fait du monde. Donc déjà, tu as cette motivation de te dire, maintenant que tu as appris du monde, faut assumer et aller chercher le travail. Donc déjà, ça, naturellement, ça te booste. Là, depuis le mois de septembre donc 2022, je viens d'acquérir mes propres locaux.
Et ça, en termes de charge, du coup, c'est pareil, c'est une belle évolution aussi. Donc, pareil, il faut aussi amener le chiffre d'affaires, pouvoir rentabiliser l'investissement. Donc, en fait, il y a l'évolution, en fait, amène la motivation, en fait. C'est vraiment de faire perdurer, forcément, d'avoir des objectifs aussi de rémunération, forcément plus intéressants, parce que, le but aussi... c'est pas d'avoir que des contraintes, il faut aussi avoir du bon. Donc le but, c'est de pouvoir prétendre à un meilleur train de vie. Et l'objectif là d'avenir, c'est de vraiment rendre l'entreprise la plus indépendante de moi-même. Pour justement, si jamais un jour j'ai envie de partir un mois au congé, de pouvoir me permettre de le faire, comme n'importe quel salarié me dirait demain, je pose 4 semaines au mois de juillet par exemple. De pouvoir être capable de faire la même chose sans avoir une dégradation de la qualité. Et ça, c'est un de mes prochains objectifs, c'est vraiment de la structurer de cette manière-là. Ok, pour te détacher plus de temps pour toi, perso, peut-être pour d'autres projets ou pour autre chose. C'est ça. Ok, est-ce que tu auras un mot pour les jeunes qui sont peut-être au collège ou les moins jeunes, les gens qui veulent se reconvertir, qui ont peut-être encore du stress à se lancer dans le domaine de l'artisanat, qui ne savent pas trop par où commencer. Est-ce que tu aurais des conseils et puis un avis à leur donner pour les aider à se lancer ? Déjà, il y a beaucoup d'accompagnements qui existent. Moi, j'en ai profité quand c'était mon tour. Après, je pense que la base déjà, je pense qu'il y a beaucoup de questions et c'est ce qui ressurgit comme le plus souvent quand on discute avec des gens qui sont hésitants à se lancer. Il y a quand même souvent la question de la finance qui revient vite. Est-ce que je vais être capable de vivre de mon activité, etc. Donc déjà, je pense que d'aller voir déjà dans un premier temps un comptable pour déjà établir un prévisionnel, quelque chose de réaliste. Déjà ça peut ouvrir des portes à se dire oui finalement je vais pas avoir besoin de travailler 7 jours sur 7 pendant 12 heures par jour pour vivre de mon travail. Je pense que déjà c'est une bonne première étape. Après ce qui est important c'est de faire les bons choix, à savoir après de qui s'entourer. Donc le comptable c'est quand même une partie très importante. Après, c'est pareil, quand on se lance, de bien faire une étude, même sur le plan marketing, aujourd'hui, c'est quand même hyper important. Comment je vais trouver mes propres clients ? Moi, c'est quelque chose où j'ai mis plus d'1 an avant de comprendre comment trouver mes clients. J'ai fait des erreurs, j'ai clairement pas choisi les bonnes options au début. J'ai fait des communications sur les réseaux avec les moyens que j'avais. Aucune connaissance, et ça n'apportait clairement rien parce que j'étais pas du tout formé. Et donc, ça n'avait aucun rendu. J'ai signé chez des partenaires où j'aurais pas dû, où j'avais pas du tout les résultats qui étaient espérés. Donc ça, je pense que aussi, savoir vraiment avec qui travailler. La base, en fait, c'est vraiment ça. C'est bien s'entourer. Déjà, bien s'entourer. Et avant ça, même déjà, savoir dans quoi on s'en va sur l'aspect financier. Voilà, parce que le but, c'est quand même très rapidement pouvoir en vivre. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour en vivre ? Et après, à partir de là, quels moyens je vais devoir mettre pour y arriver. Et donc, je pense que déjà, une fois qu'on a la réponse à tout ça, après, c'est un choix personnel. Voilà. Mais je pense que déjà, une fois qu'on a cette base-là, déjà, ça peut déjà se conforter s'il faut y aller ou pas, déjà, je pense. On peut aussi dire aussi qu'il n'y a pas de mauvaises erreurs, entre guillemets. C'est que des erreurs, on en fait tous. Dans un parcours d'entrepreneur, je pense que, comme tu l'as dit juste avant, tu as fait des erreurs. Et pourtant, tu as quand même réussi à évoluer par la suite. Donc c'est pas une fin en soi, c'est que même si on fait des erreurs, on peut ensuite se rendre compte de choses et justement les améliorer pour pouvoir progresser comme tu as fait derrière. Romain, je vais avoir une dernière question à te poser. Alors c'est une question que je pose à tout le monde dans ce podcast. C'est pour toi, qu'est-ce que la réussite ? Qu'est-ce que ça représente pour toi ? Alors pour moi, la vision de la réussite, c'est assez global. Moi aujourd'hui, la réussite... je la vois vraiment comme l'indépendance. En fait, aujourd'hui, on le sent bien quand même avec toutes ces histoires qu'on peut avoir avec la retraite notamment, etc. On sent quand même que les gens sont quand même vachement attachés au système, etc. Moi, aujourd'hui, en fait, la réussite, je la vois dans le sens où je me dis, j'ai un objectif, c'est d'être le plus vite indépendant et avoir ma vie sous contrôle. Donc... la réussite, c'est de se dire, demain, j'ai envie de passer du temps avec ma famille, je peux le faire, parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour.
La réussite, c'est de me dire j'ai envie de me payer quelque chose, je peux le faire parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour. C'est vraiment en fait cette indépendance et d'être maître en fait de sa vie. Moi, je le vois vraiment comme ça. Et c'est vraiment un mix de tout parce que je connais des chefs d'entreprise qui aujourd'hui gagnent très bien leur vie. Et je peux pas toujours dire qu'ils sont spécialement très heureux parce que l'équilibre, il n'est pas spécialement là entre la vie professionnelle, la vie de couple, la vie familiale, la vie sociale. Et je pense que pour moi, la réussite, c'est d'être capable de tout unir, justement, et de faire ses choix, ses propres choix. Et moi, je le vois comme ça, la réussite. D'accord. Génial. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode. Romain, je te remercie pour avoir partagé ton parcours. Je pense que ça pourra inspirer plein de gens. Donc, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Tout d'abord, je te remercie. Ça me fait plaisir de voir justement nos évolutions respectives. Donc, très très heureux de participer à ce projet. Et je suis vraiment convaincu que ça peut aider des personnes. Et, j'ai moi-même déjà conseillé des jeunes qui avaient envie de se lancer, etc. Donc, Est-ce que d'ailleurs, s'il y a des jeunes qui sont du Havre et des alentours, est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi s'ils ont des questions ou... Des jeunes futurs entrepreneurs ? Ouais, c'est ça, des jeunes futurs entrepreneurs, que ce soit dans ton milieu ou peut-être dans d'autres. S'ils ont des questions, ils peuvent te contacter ? Avec grand plaisir, ils Génial. peuvent contacter le secrétariat et donc, ou me faire une demande par mail via le site internet, il n'y a pas de souci. Après, moi justement, je pense que j'aurais aimé échanger avec des chefs d'entreprise plutôt jeunes comme moi, parce que je me serais peut-être senti plus concerné par ce qu'ils vivent et effectivement, je suis ouvert. Ouais. Ok, donc du coup pour ceux qui sont intéressés qui ont des questions sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à contacter Romain. Pour tous ceux qui habitent sur le Havre et l'agglomération, n'hésitez pas à aller voir le site de Technigas 76. Je vous mettrai toutes les informations en description. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Artisans de la Réussite. Et n'oubliez pas, nous avons chacun notre propre vision de celle-ci.